L'opération Fortitude, c'est l'opération de désinformation qu'avaient lancé les Alliés, qui était une opération vraiment prioritaire pour eux, afin de convaincre Hitler que le débarquement n'aurait pas lieu en Normandie, mais plutôt dans le Pas-de-Calais, afin qu'il y concentre ses forces et ainsi, évidemment, faciliter le débarquement. Et il y avait un deuxième chapitre à Fortitude. Une fois le débarquement effectué, il fallait continuer à le convaincre que ce n'était qu'une diversion pour un autre débarquement principal qui aurait eu lieu donc dans le Pas-de-Calais. Jusqu'à présent, les historiens estimaient que Fortitude avait très bien fonctionné. Aujourd'hui, on en remet en cause au moins une partie. Non, les Allemands n'ont pas été surpris par le débarquement en Normandie. Ils n'ont pas été surpris pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout le décorum qu'avaient mis en place les Alliés pour les convaincre qu'il y avait une masse prête à débarquer dans le Pas-de-Calais n'a pas été visible des Allemands. Ils n'ont pas réussi à intercepter les communications radio de la part des Alliés. Ils n'ont quasiment fait aucune reconnaissance sur les zones de regroupement fictives. Donc finalement, ils avaient assez peu d'informations sur Fortitude elle-même. Par contre, ils ont repéré des barges de débarquement fictives à Douvres, et au lieu de tomber dans le panneau, ces barges de débarquement ont été interprétées comme un leurre, justement, exactement ce qu'elles étaient. Et cela a encouragé les Allemands à essayer de faire d'autres reconnaissances plus au sud. Et là, ils sont tombés sur la flotte d'invasion. Ça, c'est un historien canadien et puis également un historien français, Jean-Luc Leleux, qui l'ont mis en évidence. Jusqu'à présent, c'était ignoré. Il fallait aller dans les archives allemandes pour le savoir, et bien peu y sont allés. Finalement, ayant constaté une flotte d'invasion se regroupait dans le sud de l'Angleterre, et ils en ont déduit qu'il y avait deux cibles possibles à partir de ces ports. C'était soit la Basse-Normandie, soit la Bretagne. Et donc, ils n'ont pas été du tout surpris qu'il y ait un débarquement en Normandie le 6 juin. Ils avaient renforcé leur force dans le secteur. Pour autant, ils n'avaient pas abandonné le Pas-de-Calais. Ils pensaient toujours que le Pas-de-Calais allait être l'objet de l'opération principale, et c'est là-dessus où Fortitude a fonctionné. C'est que les Allemands étaient jusqu'à fin juillet persuadés qu'il y aurait un autre débarquement dans le Pas-de-Calais. Et là, ça a eu un grand impact sur la campagne. Les paras ont été largués dans deux zones, en périphérie du débarquement. Il s'agissait d'accrocher le débarquement à l'est et à l'ouest. À l'est, il y a eu toute une division parachutiste britannique qui a sauté pour donc prendre quelques ponts stratégiques, notamment le pont de Merville, établir une tête de pont à l'est de l'Orne et éloigner au maximum les forces allemandes de la plage de Sword, qui est tout près de l'embouchure de l'Orne. Cette opération a été un succès sur le plan tactique. Les ponts ont été pris. Par contre, les Anglais n'ont pas réussi à établir une tête de pont suffisamment profonde qui aurait éloigné les Allemands de l'embouchure de l'Orne. De ce point de vue-là, ça n'a pas été un succès puisque les Allemands ont pu bombarder Sword pendant plusieurs semaines, obligeant finalement la plage à être fermée. Donc c'est un demi-succès côté anglais. Côté américain, c'est un peu un succès par défaut. C'est un succès quand même globalement, parce que l'opération a été finalement bien pensée, avec beaucoup de paras, mais finalement des objectifs assez modestes, ce qui lui a évité d'échouer. En effet, il y a plus de 10 000 paras qui sautent le 6 juin au matin sur la péninsule du Cotentin, la 82e et la 101e aéroportée, c'est bien connu. Mais ces paras sautent sur une superficie beaucoup plus importante que prévu. Ils ne sautent pas groupés, mais complètement dispersés. Et finalement, ils vont être incapables, pour la plupart, de prendre leurs objectifs, manquant d'effectifs sur place pendant toute la journée du 6 juin et même encore plusieurs jours après. Donc, ils n'ont pas eu la masse critique pour prendre les objectifs qui étaient prévus et notamment dérouler un véritable tapis au profit de la 4e division qui débarquait sur Utah et qui aurait dû se projeter, en traversant les lignes des paras, se projeter beaucoup plus vite sur Cherbourg et sur Carentan. Par contre, ils ont réussi leur coup, c'est que cette dispersion s'est finalement révélée très gênante pour les Allemands, qui ne savaient plus où donner de la tête, qui ont passé leur temps à traquer des paras à droite et à gauche, ou parfois à tomber dans des embuscades, et ce qui a fait que cela a considérablement gêné la réaction allemande dans le secteur. Donc finalement, ça a bien facilité le débarquement, sans pour autant prendre les objectifs qui étaient fixés.
concernant Omaha Beach, l'histoire traditionnelle nous présente une bataille avec des Allemands nombreux, retranchés dans des positions très avantageuses et qui ont véritablement massacré les Américains qui débarquaient sur la plage. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas tant les effectifs allemands que d'autres facteurs qui ont entraîné ce massacre. Parce que le massacre, il a eu lieu, le succès a été, on ne va pas dire miraculeux, mais pour le moins difficile. Alors pourquoi ça a été aussi difficile à Omaha alors que c'était beaucoup plus simple sur les autres plages? D'une part, le terrain. Le terrain est très compliqué pour les Américains, pour la première et la 29e division américaine qui débarquent à Omaha. Terrain très difficile puisqu'on a des positions dominantes pour les Allemands au sommet de petites falaises et un très vaste estran qu'il faut traverser avant d'atteindre les dites falaises. Donc vraiment un espace à découvert où les Américains ont été très exposés. Donc ça, c'est le terrain, c'est un premier problème. Le deuxième facteur, c'est qu'effectivement, à cet endroit, le mur de l'Atlantique est plus développé qu'ailleurs. Il vient juste d'être construit. Il a été construit avec des plans beaucoup plus élaborés que sur la plage d'Utah, par exemple. Donc ça va être un facteur aggravant, ce qui va permettre à la poignée d'Allemands qui s'y trouvent d'être beaucoup plus efficace. Parce que les Allemands, ils ne sont pas très nombreux, en fait. Ils sont à peu près 800 pour tenir 7 km de plage. C'est loin d'être des effectifs qui sont colossaux face aux milliers de GI qui débarquent dès la première vague. Ensuite, il y a d'autres facteurs explicatifs. Et ce sont pour la plupart des compromis faits avant le débarquement par les stratèges américains qui choisissent essentiellement de s'en remettre à des appuis-feu indirects pour museler les défenses allemandes, et ces appuis-feu vont se révéler défaillants. Ils ne vont pas utiliser les chars spéciaux qu'utilisent les Britanniques. C'est un choix de leur part. Ils ne veulent pas s'équiper de matériel britannique, notamment pour des raisons d'intendance, mais également pour des raisons nationales de fierté. Ils se contentent de débarquer avec donc des troupes nombreuses, beaucoup de génie, mais finalement assez peu de moyens lourds, d'autant plus que les moyens amphibies qu'ils avaient prévus, du fait de la houle, ne vont pas atteindre la plage pour la plupart et vont se retrouver privés des chars amphibies qu'ils avaient prévus. Donc, c'est essentiellement l'infanterie, des troupes du génie, mais sans armement lourd, qui participent au combat. Et c'est ce qui va faire la différence dans les premières heures. Et ils n'ont pas la puissance de feu pour y arriver. Autre problème, toujours ayant fait confiance à l'appui-feu indirect, ils ont utilisé leur artillerie marine, des lance-roquettes installées dans des barges d'assaut, également les canons de l'artillerie de l'armée qui étaient à l'intérieur des barges, qui devaient pouvoir tirer et pouvoir bâillonner les défenses allemandes. Tous ces appuis n'ont pas été efficaces, soit parce qu'ils vont tirer trop peu, soit à cause de la houle. Là encore, toutes les pièces situées sur les barges n'avaient plus un tir de précision. Et pour terminer, il y a eu un bombardement aérien qui devait être un véritable tapis de bombes. Quelques jours avant la bataille, Eisenhower, craignant que les bombes ne tombent sur les barges de débarquement, a exigé que les pilotes ouvrent leurs trappes quelques secondes plus tard, ce qui est quelques secondes fatales, puisqu'en fait, arrivant depuis la mer, les bombardiers ont ouvert les trappes une fois qu'ils avaient dépassé les défenses allemandes, et ça a tapé dans les champs. Les Anglais sont les parents pauvres du débarquement. Depuis le jour le plus long et surtout depuis le soldat Ryan, on n'en parle quasiment plus des Anglais. Pourtant, ils débarquent sur 3 plages sur les 5 au total. Et leur performance est loin d'être ridicule, notamment sur la plage elle-même. Ils ont beaucoup mieux préparé que les Américains l'assaut initial. Ils sont équipés de véhicules d'appui beaucoup plus nombreux. Également, ils se rapprochent au maximum des côtes pour éviter une longue traversée pour les barges de débarquement d'assaut. Et leur appui-feu dure plus longtemps. Donc, tout a été mieux préparé, ce qui fait que les premières minutes sur les plages permettent d'emporter, d'arriver au-delà de la plage en général en moins d'1 heure, au pire en 1h30. Donc, cette première phase du débarquement, elle a été beaucoup mieux négociée par les Anglais. Par contre, c'est vrai que dans les heures suivantes, l'exploitation a été beaucoup plus laborieuse, alors qu'ils avaient toutes les cartes en main pour avancer très vite. Ils n'ont pas réussi à le faire, et d'ailleurs ils n'y parviendront que très rarement tout au long de la campagne de Normandie, essentiellement pour des raisons de doctrine, de culture de guerre. Par exemple, les Anglais avancent toujours par échelon afin de protéger le moral de leurs troupes.
il ne les expose qu'un minimum de temps. Donc, ce qui fait que la première vague qui a pris la plage ne va pas être la troupe qui va exploiter au-delà, on va attendre la seconde vague. Ce qui fait perdre du temps. Ce qui fait perdre du temps, d'autant plus qu'il y a des embouteillages sur la plage. Plusieurs minutes, voire plusieurs heures sont perdues à cette occasion. Le deuxième souci, c'est la coopération entre les chars et l'infanterie qui est, à cette époque, très compliquée pour les Anglais. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait qu'ils mettent plusieurs heures à faire quelques kilomètres, ce qui ne leur permet pas de prendre Caen. Alors on ne sait pas s'ils auraient pu y parvenir jusqu'à Caen, mais en tout cas, ils avaient toutes les clés pour ne pas y arriver finalement avec cette doctrine. Alors c'est assez curieux, les troupes françaises sont très peu nombreuses lors du débarquement. On a les 177 commandos marines de Kiefer. Dans le ciel, on a quelques escadrilles de bombardiers moyens et de chasseurs bombardiers. On a les 2 croiseurs français qui appuient sur Omaha. Mais à part ça, point de division, même pas de régiment sur les plages le 6 juin 1944, ce qui paraît quand même très surprenant pour la bataille qui va libérer la France. La raison remonte en fait à la non-reconnaissance par les Américains de Gaulle. Les Américains ont longtemps joué la carte de Vichy, puis de Giraud, et finalement, De Gaulle s'impose à eux sans qu'ils en soient des éléments moteurs, sans qu'ils lui accordent l'importance qu'ils devraient lui accorder. Et finalement, ils vont bloquer. Ils bloquent l'engagement de troupes françaises, alors que dès 1943, le Comité français de libération nationale demande aux Alliés de leur octroyer une place le jour J. Au début, on parle de division, et finalement, on se contentera des commandos de Kiefer, qui sont d'ailleurs des unités complètement intégrées à l'armée anglaise. Ce blocage, on le doit donc essentiellement à Roosevelt. C'est Roosevelt qui bloque le processus, qui va le bloquer très longtemps, puisqu'il va même envisager de court-circuiter le Comité français de libération nationale au moment de la mise en place de structures civiles. Roosevelt défend des structures civiles administrées par les Alliés, avec une monnaie imprimée aux États-Unis, ce que De Gaulle appellera cette fausse monnaie. Et De Gaulle est laissé complètement de côté. Il n'apprendra le débarquement que moins de 48 heures avant le jour J. Et au moment du jour J, les communications entre l'Angleterre et l'Afrique du Nord, où se trouve le gouvernement provisoire français, sont coupées pour des raisons de sécurité. Donc vraiment, les Français sont totalement laissés à l'écart, et De Gaulle en gardera un ressentiment extrêmement fort, y compris 20 ans plus tard, où il refusera de participer aux commémorations du 6 juin. Hitler est-il le véritable responsable du désastre? Oui et non. Et il emporte une part de responsabilité par sa décision de conserver la haute main sur les troupes blindées, sur la réserve blindée, qui est la seule carte entre les mains des Allemands pour reprendre les plages du débarquement. Cette décision où il dispose une partie des troupes blindées à relativement courte distance des plages, tout en conservant une autre moitié des troupes plus loin en réserve pour une contre-attaque massive, fait qu'on est faible partout. Une division blindée en Basse-Normandie, la 21e Panzer, c'est trop peu pour faire quoi que ce soit. En même temps, avoir des divisions de Panzer pour certaines encore en Picardie comme la 2e, avoir des unités dans le sud de la France comme la 2e SS, c'est trop loin pour arriver à temps avant que les Alliés soient bien établis. Ce compromis, il est mauvais, et cela va participer de l'échec global de la réaction allemande. Pour autant, ce compromis, il était souhaité par une partie de la Generalitat. Il y avait eu une étude qui avait été faite en février 1944, où finalement, la plupart des généraux d'armée défendaient cette stratégie à double niveau. Et Hitler n'a fait que s'y rallier. Donc il y a une part de responsabilité des officiers de l'armée allemande. Et le jour J, l'essentiel de la responsabilité sur des réactions souvent tardives de l'armée allemande s'explique essentiellement par des décisions qui sont prises à un échelon inférieur à celui de l'OKW, à celui d'Hitler. Prenons le cas de l'engagement de la 21e Panzer, justement. Vers minuit, elle est au contact, ces éléments de pointe sont au contact avec les paras britanniques, et pourtant, bien qu'au contact
quasiment dès le début du débarquement, elles ne vers véritablement contre-attaquer qu'à 16 heures. 16 heures, c'est un délai qui est considérable pour l'unité, qui est l'unité blindée, qui est la plus proche des plages. Tout simplement parce que pendant plusieurs heures, les généraux hésitent entre attaquer la tête de pont aéroportée ou attaquer les plages britanniques. Donc on hésite, on tergiverse, et quand on contre-attaque finalement les plages à 16 heures, il est trop tard. De même, tout un groupement tactique de la 352e qui va faire des allers-retours, qui va faire l'essuie-glace entre 40 ans et Bayeux, parce que les généraux hésitent à savoir qui on va contre-attaquer en priorité. Et enfin, l'un des facteurs qui fait que les Allemands ne réagissent de manière un peu désordonnée, c'est que contrairement à leur espoir, ils n'identifient pas immédiatement les lieux du débarquement. Non pas simplement entre la Normandie et le Pas-de-Calais, mais même en Normandie, les informations sont contradictoires. On annonce des débarquements près de Cherbourg, on annonce des débarquements près de Deauville. Par contre, on ne sait rien du débarquement à Utah Beach. Donc toutes ces informations contradictoires font que les Allemands ne peuvent pas concentrer leurs forces à l'endroit décisif. Il est probable que cela n'aurait quand même pas changé l'issue du débarquement. Le rapport de force était tel que les Alliés avaient largement l'avantage, mais cela permet de mieux comprendre ce côté un peu anarchique des décisions allemandes le 6 juin.